Le podcast Afrique-Chine vous est offert en partenariat avec le Africa-China Reporting Project de l'Université de Wits à Johannesburg. Le China-Africa Reporting encourage des reportages équilibrés et réfléchis sur les relations Chine-Afrique grâce à des programmes de formation innovants organisés tout au long de l'année. Pour plus d'informations, allez sur le site www.africachinareporting.com. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Afrique-Chine, votre podcast dédié à l'actualité de la présence chinoise en Afrique. Et comme toujours, c'est Christian Géronet et mon micro pour vous entretenir dans une nouvelle conversation de la Chine en Afrique. Nous voici de retour après quelques semaines de congé. Nous sommes là dans une nouvelle conversation de la Chine en Afrique. Cette semaine, dans Afrique-Chine, nous avons reçu Selma Miyoubi, qui est docteur en géographie politique, culturelle et historique de l'Institut de géographie de Paris. Elle est aussi spécialiste des questions de géopolitique des médias et chercheuse associée au laboratoire médiation à l'Université de la Sorbonne en France. Avec elle, nous avons échangé sur la question de la présence des médias chinois sur le continent africain. Depuis quelques années, nous l'avons constaté, il y a de plus en plus de médias chinois sur le continent. Nous avons CGTN Africa qui est basé au Kenya et qui a une couverture aujourd'hui en anglais, non seulement en anglais mais aussi en français. Il y a RCI, la radio Chine internationale, et nous avons aussi l'agence de presse Xinhua qui, à cause de son contenu local, permet à ce que ces dépêches soient beaucoup plus partagées par les médias locaux africains. Avec Selma, nous avons essayé de comprendre quelles étaient les stratégies et les approches de ces médias sur le continent africain. Quelles sont les interactions qu'ils ont avec les médias locaux? Comment ils agissent et interagissent avec les acteurs politiques et socio-africains? Quelle est leur ligne éditoriale? Obéissent-ils à une stratégie, à une pensée politique pensée par le gouvernement chinois? Ont-ils une certaine indépendance dans leur ligne éditoriale concernant les questions africaines? Avec Selma, nous avons essayé de comprendre le contour du monde et du paysage médiatique chinois sur le continent africain. Malgré les grands moyens qu'ils mettent en place, sont-ils positivement ou négativement perçus par les populations africaines? Il ne faudrait pas oublier que depuis un certain temps, la société civile africaine, la population africaine en général est devenue très très critique à l'égard des médias internationaux tels que sont France 24 et RFI, des médias qui sont perçus, à tort ou à raison, de porter la voix de la France, des médias qui sont présentés, qui sont perçus par la population comme des outils de la politique étrangère de la France en Afrique. Est-ce que c'est la même perception que les populations africaines ont-elles des médias chinois? Sont-ils aussi au service des intérêts politiques de la Chine en Afrique? Sont-ils porteurs d'une information indépendante, nuancée? Ou bien, tout comme les médias français, servent aussi, d'une façon ou d'une autre, les intérêts des puissances étrangères qu'elles représentent sur le continent africain? Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Selma Miyoubi, bonjour. Bonjour à vous et merci pour votre invitation. Selma Miyoubi, vous êtes docteur en géographie, politique, culture et historique de l'Institut de géographie de Paris, spécialiste des questions de géopolitique et des médias. Vous êtes aussi chercheuse associée au laboratoire de médiation à la Sorbonne Université. L'année passée, vous aviez publié un article « Quand les médias chinois s'exportent en Afrique ». Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le paysage médiatique chinois sur le continent africain ? Le paysage médiatique chinois en Afrique, il est composé de 3 grands acteurs principaux. Je vais me concentrer plutôt sur l'Afrique francophone car c'est sur cette région que je travaille. Donc ces 3 grands acteurs médiatiques sont Xinhua, l'agence de presse, RCI, Radio Chine Internationale, et China Global Television Network, qui est donc CGTN, la chaîne de télévision internationale. Ces 3 acteurs médiatiques, ils sont affiliés directement à l'État chinois et ils reçoivent par ailleurs des consignes claires concernant les sujets qu'ils doivent traiter ou non par un département du Parti communiste chinois qui est chargé de réguler et de surveiller les contenus médiatiques qui sont diffusés à l'extérieur.
Donc, pour ces 3 médias, la Chine a entrepris l'ouverture de versions, francophones et même, de rubriques Afrique, hein. Donc on a Xinhua Afrique, CGTN Afrique, qui diffusent des programmes en langue française, ceci pour cibler une audience, africaine francophone. Et depuis 2015, ces médias ont également, un siège, hein, donc qui est situé à Dakar, au Sénégal. Ensuite, on a un quatrième acteur qui, lui, pour le coup, est un acteur privé, qui s'appelle StarTimes. Donc StarTimes, c'est une entreprise privée chinoise, qui installe des infrastructures audiovisuelles, comme par exemple, des réseaux de TNT dans plusieurs pays du continent africain. Et StarTimes fournit également, des boîtiers satellites, aux populations, en Afrique francophone pour avoir accès donc à la télévision par satellite et notamment, pour pouvoir regarder CGTN. Et je tiens à faire une petite précision concernant StarTimes. Certes, c'est une entreprise privée, mais c'est une entreprise qui a des liens très importants avec le pouvoir chinois. À savoir que c'est le seul groupe privé spécialisé dans les télécommunications qui est autorisé par le pouvoir chinois à investir à l'étranger. StarTime, d'ailleurs, qui est un média que l'on voit très présent sur le continent africain, non seulement au Sénégal, mais on le voit au Kenya, en République démocratique du Congo, et dans plusieurs pays africains, surtout dans l'Afrique francophone aussi, où StarTime commence de par les coûts qu'elle propose à rivaliser avec certains opérateurs tels que Canal+, qui offrent aussi des produits tout aussi variés. Absolument. D'ailleurs, au Sénégal, StarTimes, c'est plutôt bien implanté, hein. StarTimes a ouvert une filiale sénégalaise qui s'appelle StarTimes Sénégal et il y a de ça quelques années, en 2018, cette entreprise a remporté, les droits pour diffuser la Ligue 1 sénégalaise de football. Donc ce qui est quand même, une victoire assez importante pour cette, jeune entreprise, nouvellement installée, dans le paysage médiatique local et qui plus est, une entreprise étrangère. Et par ailleurs, StarTimes à l'époque avait été épinglé par la justice sénégalaise pour concurrence déloyale, mais ça y est, là, depuis quelques mois, toutes ces interdictions, et toutes ces condamnations ont été levées et donc StarTimes est de retour dans le paysage médiatique, au Sénégal notamment. Les médias internationaux sur le continent africain, notamment dans l'Afrique francophone, hein, on a les grands médias tels que RFI, France 24, sont souvent dépeints, perçus par le public africain comme des médias qui serviraient des intérêts occidentaux, les intérêts des politiques étrangères françaises sur le continent africain. Quelle est aujourd'hui la perception des populations locales lorsqu'elles voient cette implantation, cette expansion des médias chinois dans leur pays ? Donc, c'est une question, très intéressante, puisque, effectivement, au départ, lors de l'implantation, des premières années de l'implantation des médias chinois dans certains pays en Afrique de l'Ouest, où j'ai pu faire des enquêtes de terrain et rencontrer des gens, que ce soit, voilà, hein, des personnes, de la population, et aussi des professionnels des médias, des journalistes. Donc ils estimaient que, effectivement, il n'y avait pas de raison que des médias internationaux, par exemple français ou occidentaux, viennent diffuser leur narratif sur leur territoire et que les Chinois n'aient pas voix au chapitre. Donc au départ, on peut dire que l'arrivée des médias chinois a été assez bien perçue, mais petit à petit, bien sûr, certains professionnels des médias, par exemple, ont aussi commencé à comprendre que les médias chinois venaient aussi diffuser la voix du pouvoir chinois, donc qu'il y avait également aussi parfois des pratiques journalistiques qui étaient différentes des pratiques journalistiques africaines, qui sont quand même aussi beaucoup influencées par la France, hein. Donc, par exemple, j'ai rencontré de nombreux journalistes, que ce soit au Sénégal ou encore au Niger, qui estiment que les contenus médiatiques chinois sont tout de même relatifs à de la propagande. J'ai également rencontré des journalistes d'Afrique de l'Ouest qui ont travaillé pour les médias chinois et qui au départ sont partis très heureux de pouvoir faire une telle expérience et qui finalement sont revenus un peu déçus puisqu'ils se sont rendus compte que leur travail consistait surtout un travail de traduction
plus qu'un travail journalistique puisque, toute analyse, politique ou géopolitique du journaliste lui-même est proscrite, hein, voilà, il faut essayer de s'en tenir à la ligne éditoriale imposée. Donc, voilà, on va dire qu'il y a une perception, assez ambivalente. D'une part, on apprécie qu'il y ait une nouvelle voix et qu'il n'y ait pas que la voix de la France ou, la voix des Britanniques avec BBC par exemple, donc, que ça apporte une pluralité. Mais d'un autre côté, on déplore aussi quand même, certaines pratiques journalistiques, qui sont assimilées, à de la propagande. Aussi, quelque chose qui est souvent revenu, c'est, les gens souvent que j'ai pu rencontrer déplorent que certains sujets soient occultés sur les médias chinois. Donc par exemple, il y a énormément de reportages de médias chinois qui vont parler des constructions faites par les entreprises chinoises, les constructions de routes, de stades, etc., qui sont présentées comme de l'aide au développement pour la population, mais il y a très peu, voire jamais d'articles sur les exploitations réalisées par les entreprises chinoises qui parfois, par ailleurs, hein, comme vous le savez, ont des conséquences néfastes sur l'environnement dans ces pays-là. Lorsqu'on parle aujourd'hui de ces relations avec les médias, la perception que les professionnels des médias sur le continent ont de ces médias chinois, quelle est aujourd'hui la nature des relations entre ces médias chinois et les médias locaux? Est-ce qu'il y a une sorte de collaboration? Est-ce qu'il y a une bonne entente lorsqu'il s'agit de couvrir l'actualité ou bien de travailler ensemble sur le domaine journalistique dans les pays dans lesquels ils sont implantés? Alors, c'est une très bonne question. Alors d'abord, il faut savoir que la Chine a mené, ce qui est souvent appelé, à tort ou à raison, une opération séduction, sur le continent africain et ça, c'est aussi vrai dans le domaine des médias. Donc, on sait que les médias chinois ont fait des dons, à de nombreuses rédactions, locales dans des pays, francophones d'Afrique de l'Ouest et je parle de dons de matériel, hein, donc ça va être des ordinateurs, des micros, du matériel journalistique, hein, des imprimantes par exemple. Donc ça, ce sont des choses qui ont été dans un premier temps très bien accueillies, puisque ça a servi hein, aux médias locaux. Ensuite, il y a eu, plusieurs sortes de partenariats. Il y a, dans un premier temps, donc les partenariats qui fonctionnent le mieux pour la Chine. Ce sont les partenariats avec, les médias publics, en Afrique de l'Ouest. Donc, voilà, les médias qui sont, comme on dit, soit de service public ou médias d'État qui sont liés à l'État. Et là, ces partenariats fonctionnent très bien pour la Chine, c'est-à-dire que on voit, les contenus médiatiques chinois qui sont disséminés, dans des médias, locaux, au Sénégal ou au Niger, donc voilà les agences de presse sénégalaises ou nigériennes qui vont reprendre, tels quels des contenus des médias chinois. Donc ça permet la propagation des narratifs, chinois, en Afrique de l'Ouest francophone. En revanche, l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire que les médias chinois reprennent très, très peu, donc je ne vais pas dire qu'ils ne reprennent pas du tout puisque ça arrive quand même, mais ce n'est pas du tout dans la même ampleur que l'inverse, donc les médias chinois reprennent assez peu, de contenu médiatique de leurs partenaires africains. Lorsque vous parlez de la reprise des dépêches des médias chinois sur les médias, dans les médias locaux, on se rend très vite compte, par exemple, que l'agence de presse Xinhua est une agence de presse, à la différence de l'AFP, par exemple, de Reuters, c'est gratuit. La reprise de son contenu n'est pas sujet ou conditionné à un service payant. Donc, c'est beaucoup plus facile. C'est une large propagation des médias, de son contenu sur les médias locaux. Et cela nous pose d'ailleurs la question des moyens que possèdent ces grands médias chinois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les moyens financiers et la capacité technique qu'ont ces médias par rapport aux médias locaux? Déjà à ce niveau-là, il n'y a quasiment pas de comparaison. Mais par rapport aux autres médias internationaux tels que sont BBC, RFI, VOA sur le continent. Oui, c'est une très bonne question. Alors, on sait que la Chine a tendance à avoir une certaine opacité dans la communication par rapport à ses investissements dans les médias internationaux. Après, il y a un chiffre qui est connu, qui est que depuis une dizaine d'années environ, la Chine aurait investi autour de 1,5 milliard d'euros dans l'implantation de ces médias à l'étranger et principalement sur le continent africain, puisque c'est là où elle a développé le plus, hein,
ces médias internationaux dans le monde. Donc il y a ce chiffre de 1,5 milliard d'euros en une décennie. Ensuite, il y a des choses que je peux vous raconter que j'ai vues concrètement de mes yeux lors de mes enquêtes de terrain. Par exemple, j'ai pu visiter les locaux des médias chinois qui ont été construits à Dakar et qui ont été inaugurés fin 2015. Et pour avoir vu des locaux de RFI ou des locaux de BBC, oui, je peux confirmer effectivement que les médias chinois disposent vraiment de matériel de pointe, de très haute technologie, du matériel que j'ai rarement vu, dans d'autres rédactions, et pourtant j'ai aussi travaillé dans le secteur des médias, avant de faire de la recherche en géopolitique. Donc je peux confirmer qu'on est vraiment sur un haut niveau, de matériel et un haut niveau, d'investissement. Et par ailleurs, cet investissement se ressent aussi quand on sait que, la Chine a investi pour, recruter même une équipe de journalistes sénégalais au Sénégal pour ouvrir RCI Sénégal. Donc voilà, on peut dire que la Chine a investi des sommes assez importantes. Après, je souhaiterais nuancer mon propos, aussi par rapport à ce que j'ai pu observer au Niger. Au Niger, les médias chinois ont décidé de sous-traiter leur implantation, c'est-à-dire qu'ils ont confié à un média privé qui s'appelle R&M, ils ont confié aux dirigeants de ce média l'implantation de Radio Chine Internationale, notamment au Niger. Et pour avoir rencontré certaines personnes responsables de ce projet, on peut dire que la Chine n'est pas forcément toujours très sérieuse dans le paiement. Parfois, ce sont ces personnes-là qui ont dû avancer des frais pour assurer la diffusion, pour assurer la maintenance, par exemple, des relais FM de Radio Chine Internationale, et que la Chine n'a pas toujours été au rendez-vous pour payer ou même rembourser les frais qui ont été avancés. Donc voilà, d'une part, oui, la Chine a des moyens colossaux. Oui, la Chine veut montrer qu'elle a du matériel de pointe et de dernière technologie. Mais la Chine n'est pas non plus toujours très très sérieuse quand il s'agit voilà, de rembourser certains frais ou voilà, tout simplement d'être à jour dans ses mensualités. Revenons sur le cas du Niger que vous avez mentionné. Qu'est-ce qui explique cette approche différente dans son implantation au Sénégal et au Niger? C'est simplement une question de rapport humain. En fait, il s'avère que, la Chine, dans son implantation, comme vous le savez, a souvent des artisans, de son implantation, et au Niger, il s'avère que, c'était un représentant, culturel qui travaillait à l'ambassade de Chine au Niger, qui a noué des liens, avec, certaines personnalités, du milieu médiatique au Niger, et qui a aussi, comme vous le savez, la Chine propose des formations journalistiques, en Chine, et donc elle a invité un certain nombre de professionnels des médias au Niger qui sont allés en Chine pour visiter la Chine, pour visiter les sièges des médias chinois à Pékin. Et donc il y a un certain nombre de personnes qui, à leur retour au pays, souhaitent participer à l'implantation des médias chinois dans leur pays. Et c'est ce qui s'est passé au Niger, tout simplement. Un dirigeant, un patron de presse local avait fait son voyage et sa formation en Chine, et au retour au Niger a proposé tout simplement aux médias chinois de les aider dans leur implantation, ce que la Chine a accepté, et donc voilà comment ça s'est passé, comment ça a commencé en tout cas pour l'implantation des médias chinois au Niger. Et donc, nous avons là un cas de soft power médiatique que la Chine exerce au travers de ses médias. Le cas que vous mentionnez de ces patrons de médias ou de ces journalistes africains qui sont envoyés en formation en Chine, on l'a vu il y a quelques semaines en Guinée, où des journalistes avaient été envoyés en formation en Chine, et du retour de leur voyage en Guinée, ils ont eu beaucoup de témoignages assez positifs par rapport non seulement aux médias chinois, mais aussi aussi au rôle que la Chine joue au niveau international, de l'impact de la Chine. Et là, on voit comment la présence et l'interaction des médias chinois avec les médias locaux, les professionnels des médias locaux, tend quand même à influencer la perception et le reflet que l'on a de la Chine au niveau du continent. Aujourd'hui, avec vos recherches, est-ce que vous pouvez dire que les médias chinois contribuent et participent quand même dans une sorte de ligne géopolitique à façonner l'image de la Chine, non seulement sur le continent, mais aussi à travers le monde? Absolument, absolument. Je dirais même que c'est l'objectif premier.
Après des années, à avoir travaillé sur l'implantation des médias chinois en Afrique de l'Ouest francophone, je peux vous dire que, le plus important pour la Chine justement, c'est de façonner la perception que les gens vont avoir de la puissance chinoise et aussi d'imposer, ses postures, ses positionnements géopolitiques, aux opinions publiques africaines. Ça, c'est vraiment la priorité et on peut même dire que c'est ce qui prime sur même l'influence de leurs médias. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple concret, la Chine ne communique pas ou ne communique pas quasiment pas sur les chiffres d'audience de ces médias en Afrique de l'Ouest francophone. Au départ, je me suis dit que c'est peut-être moi qui avais mal cherché ou voilà, j'ai longtemps cherché un certain nombre de chiffres, j'ai longtemps essayé de rentrer en contact avec des personnes, voilà, qui auraient pu, avoir ces chiffres en leur possession et finalement j'ai compris qu'en fait, c'était pas important pour la Chine. C'est pas important de savoir combien de personnes regardent leur chaîne de télé, combien de personnes écoutent leur radio. Ce qui est important, c'est de montrer qu'ils sont là, de montrer qu'eux aussi, ils ont des médias internationaux, qu'ils peuvent avoir du matériel de pointe, qu'ils peuvent faire en sorte que leur contenu, leur narratif soit propagé dans des médias locaux, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, par la gratuité des dépêches de Xinhua, qui permet vraiment, voilà, hein, qui permet une reprise des contenus très importante puisque souvent les rédactions locales africaines n'ont pas toujours les moyens de se payer les fils AFP ou des fils Reuters, etc., qui coûtent quand même des sommes importantes. Donc en fait, ce qui est très important pour la Chine, c'est d'imposer son positionnement géopolitique et tout ce qui va avec, c'est-à-dire d'imposer l'idée d'une Chine unique, voilà, hein, d'imposer l'idée que Taïwan, Hong Kong ou le Xinjiang fassent partie d'une seule et même Chine. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, souvent quand on suit au quotidien les médias chinois, on peut régulièrement lire ou entendre des interviews de dirigeants ouest-africains, donc que ce soit des ministres ou autres représentants officiels qui vont donner des interviews pour expliquer que oui, Taïwan fait partie de la Chine et non, Taïwan n'est pas indépendante et non, Taïwan ne doit pas être reconnu comme un État indépendant. Donc voilà, un genre de discours qui, on pourrait se dire qu'à la base, ça ne concerne pas ces dirigeants africains, mais pourtant, ça rentre tout à fait dans la stratégie de la Chine qui est là pour imposer sa puissance. Et j'ajouterais aussi d'ailleurs que tout à l'heure, j'ai parlé de formation journalistique. En réalité, j'ai rencontré des professionnels des médias ouest-africains qui se sont rendus dans ces formations et qui expliquent qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de formation journalistique. En fait, c'est surtout un voyage en Chine dans les lieux les plus impressionnants pour finalement que ces personnes reviennent impressionnées et admiratifs de la puissance chinoise. Donc voilà, on voit des journalistes africains qui, lorsqu'ils se rendent dans les sièges de Xinhua ou de CGTN à Pékin, ils reviennent fascinés par la grandeur des bâtiments. Ils sont fascinés puisque voilà, ils ont accès à du matériel de très haute technologie, de pointe qu'ils ont rarement vu ailleurs, hein, et je m'inclus, hein, bien sûr, je m'inclus avec eux, hein. Moi aussi, lorsque j'ai pu voir le matériel qui était présent dans les locaux des médias africains, c'est quelque chose qui peut être très impressionnant. Effectivement, on voit rarement du tel matériel ailleurs. Donc finalement, ces personnes, lorsqu'ils reviennent dans leur pays, ils n'ont pas forcément appris quoi que ce soit sur le plan journalistique, mais encore une fois, leur perception de la puissance chinoise a été fortement influencés et ils reviennent avec cette idée que, eh bien oui, la Chine est une grande puissance et donc que la Chine également a le droit d'implanter ses médias, tout comme par exemple la France, les Américains ou les Britanniques. Je reviens sur la ligne éditoriale parce que c'est un peu ça ce que l'on finit par percevoir lorsque l'on voit les éléments de coopération et l'impact que ces échanges ont sur les journalistes africains et les médias locaux. Revenons sur cette ligne éditoriale. Est-ce qu'on peut percevoir qu'il y a un changement dans la couverture médiatique que les médias locaux font sur la Chine, sur les sujets tels que Xinjiang, sur Hong Kong, sur Taïwan?
est-ce qu'il y a aussi une sorte de réciprocité de la part des médias chinois sur la couverture des sujets controversés, par exemple dans les pays africains? Parce que on pourrait voir, lorsque l'on suit des médias occidentaux, lorsqu'on parlera de corruption dans un certain pays africain, est-ce qu'on voit cette même couverture, par exemple, de la part des médias chinois sur les questions politiques et de société dans ces pays africains? Dans ma thèse, j'ai fait une analyse de contenu justement sur ce sujet précis. C'est-à-dire que j'ai cherché à comparer des publications notamment de RFI et de BBC sur des sujets de corruption dans des pays ouest africains. Et j'ai essayé de comparer avec des publications de Radio Chine International et de Xinhua sur ces sujets. Et ce qui est tout à fait flagrant, c'est que les médias chinois ne parlent pas de corruption, évitent en fait de mentionner tout sujet qui aurait attrait à des crises politiques concernant les pouvoirs en place dans les pays d'Afrique de l'Ouest. En fait, tout cela, ça découle du fait que lorsque les médias chinois s'implantent dans un pays, ils vont signer des partenariats institutionnels avec les États dans lesquels ils s'implantent. Et c'est écrit noir sur blanc dans ces partenariats ou accords que les médias chinois promettent de donner une bonne image de leurs partenaires africains. Donc là, on est vraiment à la limite de la diplomatie, hein. J'ai même envie de dire, on est complètement dans de la diplomatie, c'est-à-dire que eh bien, d'une part, les médias chinois promettent de ne pas parler des polémiques, qu'elles soient liées à de la corruption ou autres, hein. Même par exemple, il y avait un cas intéressant, c'était au Sénégal. À un moment donné, il y avait des manifestations, notamment d'étudiants contre le président Macky Sall. La couverture des médias chinois de ce sujet ne parlait pas de la colère des étudiants. Voilà, elle essayait de mettre en avant le fait qu'en fait, ces étudiants et les personnes qui étaient en colère, c'était des dissidents politiques. En gros, que voilà, c'est eux qui étaient mauvais et que le pouvoir en place était très bien. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a des affaires comme ça de corruption ou de manifestation de l'opposition, etc., les médias chinois vont soit ils ne vont pas en parler, donc soit ils vont occulter complètement le sujet, soit ils vont mentionner l'actualité, mais en décrédibilisant les mouvements d'opposition pour mettre en avant les pouvoirs en place, puisque les pouvoirs en place sont les partenaires de la Chine. Donc d'un point de vue diplomatique, il serait, j'ai envie de dire, presque suicidaire pour la Chine de dénigrer ses autorités. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que dans des médias tels que RFI par exemple ou BBC, on observe quand même qu'il y a une surreprésentation des crises politiques, hein. Voilà, il y a de nombreuses études qui montrent que ces médias internationaux occidentaux ont tendance à beaucoup pointer le négatif, qu'il y a une image très catastrophiste des pays africains, des gouvernements africains, qu'on pointe beaucoup sur la corruption, sur la violence, le terrorisme, etc. Donc je ne suis pas en train de dire que ce sont de fausses informations, hein. Il y a bien sûr beaucoup de réalité là-dedans, mais il y a une surreprésentation de ces faits. Et à l'inverse, dans les médias chinois, il y a une totale sous-représentation, voire occultation des événements liés à tout ce qui est corruption ou crise politique qui concernerait les gouvernements partenaires. Ensuite, pour répondre au début de votre question, dans les médias africains, oui, on observe un changement de traitement médiatique concernant la Chine, et ce changement, en fait, est tout simplement dû à la reprise des contenus, puisqu'il y a de plus en plus de publications qui sont issues directement des médias chinois. Donc, par exemple, il y a quelques années, il n'était pas rare de retrouver des articles qui épinglaient la Chine pour ses activités extractivistes ou pour les dangers environnementaux impliqués par l'implantation de certaines de ces entreprises dans des pays d'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, je ne dis pas que ces articles n'existent plus, hein, bien sûr, ça existe toujours, mais ils sont parfois noyés par justement les publications qui sont directement reprises des médias chinois et qui donc propagent tels quels les narratifs du pouvoir chinois. Selma, je vais me mettre dans le rôle du procureur d'un procureur occidental qui va essayer d'accuser les médias chinois et de leur influence sur le continent. Avec votre recherche et votre perception,
Pourriez-vous dire aujourd'hui qu'avec ce que vous aviez présenté, la sous-représentation des crises, des problèmes politiques, des questions de corruption, est-ce que les médias chinois contribuent-ils d'une façon ou d'une autre à occulter les questions de bonne gouvernance et donc à une certaine façon d'encourager de façon passive, hein, lorsqu'elles ne les représentent pas, à les encourager de façon passive une sorte de mauvaise gouvernance dans les pays où est-ce qu'elles sont implantées? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire, que les médias chinois encouragent, la mauvaise gouvernance. Je dirais simplement qu'ils sont prêts à tout pour favoriser de bonnes relations avec leurs partenaires. Donc, parfois, oui, ça peut ressembler, à ce que vous dites dans le sens où, bah, oui, voilà, on ne va pas parler de tout ce qui est négatif, alors que pourtant parfois il y a du négatif et que il faut bien en parler également. Justement, si on veut avoir une couverture nuancée, on va aborder le positif et le négatif. Mais ça, c'est très intéressant puisque les médias chinois se servent de ce qu'on appelle le journalisme positif ou le journalisme constructif. C'est-à-dire que, les rédactions, de médias chinois disent que, eux, ils appliquent cette méthode du journalisme positif, justement pour éviter, de présenter l'Afrique uniquement sous un jour négatif, et présenter les gouvernements africains uniquement sous le thème, de la corruption ou des crises. Mais derrière finalement cette stratégie du journalisme positif, bah, en fait, ce qu'on voit, c'est plutôt en fait que les médias chinois, préfèrent, occulter, hein, tout simplement, comme je l'ai déjà dit, occulter, les faits, qui peuvent être, négatifs, pour l'image des gouvernements africains et finalement c'est encore une fois toute une question d'image. Les médias chinois veulent assurer à leurs partenaires africains une bonne image et donc oui, parfois, eh bien, ils ne vont pas parler, des questions de corruption ou de mauvaise gouvernance, mais je n'irai pas non plus jusqu'à dire qu'ils vont l'encourager, non plus. Ils veulent juste, encore une fois, eux, s'assurer que tout va bien dans leurs relations avec leurs partenaires africains. C'est surtout ça leur priorité, en fait. C'est vraiment, la priorité diplomatique. C'est s'assurer qu'il n'y aura pas de brouille avec leurs partenaires africains, qu'ils ne vont pas se froisser. Comme ça, leurs partenaires africains également vont continuer à relayer des discours favorables vis-à-vis de la Chine. Et c'est ce que la Chine appelle, les relations, gagnant-gagnant. Exactement, oui, ces relations gagnant-gagnant qu'elle met toujours en avant comme étant l'une des caractéristiques principales de son implication et de ses interactions avec le continent africain. Ce qui, quelque part, pose beaucoup de questions. Tout à l'heure, lorsque vous aviez parlé de la question, vous aviez évoqué le fait que, d'un côté, dans les médias occidentaux, nous avons une sorte de surreprésentation des crises sur le continent, des crises qui sont réelles, qu'on ne saurait dénier, mais des crises qui sont là, mais une sorte de surreprésentation. Et du côté chinois, on voit une sorte de sous-représentation de ces crises-là. Finalement, on se rend très vite compte que la couverture médiatique des questions africaines sur les médias internationaux semble quelque peu suivre et obéir à une certaine logique géopolitique, finalement. Absolument, ça répond tout à fait à une logique géopolitique et d'ailleurs, ce que vous mentionnez, j'ai envie de vous répondre, finalement, la Chine également agit complètement dans son intérêt et tout à l'heure, je vous ai dit que la Chine avait tendance à sous-représenter les questions de crise, mais ça dépend puisque parfois, ça peut l'arranger, de parler des crises et là, je vais vous donner un exemple tout à fait concret et assez récent, qui concerne la couverture médiatique, des médias chinois, concernant la pandémie de Covid-19, en Afrique de l'Ouest francophone. Donc comme vous le savez, il y a de nombreuses études qui ont montré que finalement, la catastrophe n'a pas eu lieu en Afrique, alors que lorsque la pandémie s'est déclenchée, il y a eu tout un tas d'analystes, qui ont prédit que le continent africain allait énormément souffrir, de cette pandémie puisque le continent africain était déjà affaibli par de nombreuses crises et que voilà, la Covid-19 allait, finir d'affaiblir, les pays du continent africain. Finalement, ça ne s'est pas passé puisque on sait que, c'est une région du monde où le virus, c'est le moins propagé. Et pourtant, la Chine et les médias chinois, donc dans leur stratégie de
de diplomatie sanitaire, hein, donc voilà, c'est cette idée que la Chine est venue au secours, des pays africains, a fait des dons de matériel médical, des dons de vaccins et cetera. Et bien, finalement, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une couverture médiatique très, très intense, de la pandémie, en Afrique. Il y a eu vraiment, une surreprésentation, là, pour le coup, de la crise sanitaire en Afrique, mais tout ça pour montrer la bienveillance de la Chine, la générosité de la Chine, pour positionner la Chine comme sauveuse, de ses partenaires africains. Et là, eh bien, ça montre également que, comme je l'ai dit, la Chine, lorsque c'est dans son intérêt, peut aussi tout à fait, appuyer sur certaines crises. Ah, donc on se rend très vite compte que finalement la géopolitique domine un peu les questions de la présence des médias internationaux sur le continent. Lorsque la surreprésentation permet d'embellir l'image de sauveuse de la Chine, on l'a fait. Lorsque la sous-représentation contribue justement à embellir aussi, à aider les relations entre la Chine et l'Afrique, on procède justement à la sous-représentation de ces crises-là sur le continent. On voit aujourd'hui comment les médias chinois se sont implantés sur le continent. On sait voir et on sait percevoir qu'il y a une sorte de trajectoire que ces médias ont suivie. Aujourd'hui, lorsque vous faites des recherches sur ce domaine, lorsque vous voyez comment les médias chinois évoluent, quelle est la perspective d'avenir, quel est l'avenir que vous voyez de ces médias sur le continent? Vont-elles demeurer, grandir, devenir réellement des acteurs sur le terrain, des acteurs qui vont façonner le narratif des relations sino-africaines, mais aussi le narratif de l'Afrique en général, ou vous voyez plutôt qu'elles vont finalement rester dans cette zone où elles vont se cantonner à entretenir l'image de la Chine auprès des dirigeants africains et auprès d'une élite africaine? Écoutez, moi je pense que l'implantation des médias chinois va encore, évoluer, mais d'une autre manière. Par exemple, ce qu'on observe là, il y a des petites prémices, qui nous laissent voir, une nouvelle trajectoire qui est, le fait que certains, hommes d'affaires, chinois investissent au capital de médias, locaux, donc de médias importants, et ça c'est le cas, pour l'instant ça a commencé en Afrique du Sud, et je ne doute pas que cette stratégie, va être, appliquée à des pays d'Afrique de l'Ouest francophone, puisque de manière générale dans la stratégie géopolitique, de la Chine en Afrique, on voit qu'il commence, certaines actions dans des pays d'Afrique de l'Est plutôt anglophones ou d'Afrique du Sud, et qu'ensuite ils appliquent cette stratégie dans les pays francophones. Donc là, en Afrique du Sud, on a vu récemment que un homme d'affaires chinois investit au capital d'un grand journal sud-africain, et que, par cet investissement au capital, eh bien, il fait partie, du conseil d'administration, et il a donc un droit de regard sur les contenus qui sont publiés. Et par exemple, on a déjà vu s'illustrer, déjà un cas de censure, c'est-à-dire que, ce journal sud-africain, allait publier un article sur le Xinjiang, et donc, sur les questions, de mauvais traitement des populations ouïghours au Xinjiang, et c'est cet individu chinois qui est, dans le conseil d'administration a tout simplement, demandé le retrait, de cet article et la non-publication de cet article. Donc, je pense qu'il est tout à fait possible que ce genre de choses, se produisent, hein, dans des pays d'Afrique de l'Ouest francophone. Ensuite, un autre, volet, qui, je pense, va être développé par les médias chinois, c'est le recrutement. Donc là, on a vu que, par exemple, pour Radio Chine Internationale, je vous ai dit que, les médias chinois avaient recruté des journalistes sénégalais, hein, la rédaction de RCI Sénégal. Donc je pense que, dans les années à venir, les médias chinois vont très probablement, opter pour un recrutement local, également pour CGTN, donc la chaîne de télévision qui commence à monter en puissance, dans les pays d'Afrique francophone. Et juste pour préciser, les efforts de la Chine, se sont d'abord, orientés vers la radio, puisque
La radio, est un média encore très utilisé, hein, dans les pays d'Afrique de l'Ouest francophone, mais ces dernières années, bien sûr, l'usage de la télévision, monte en puissance et dépasse, du coup, l'usage de la radio. Donc je pense que la Chine va s'adapter à cette configuration et va, peu à peu essayer de recruter, des journalistes, peut-être populaires, hein, déjà dans des pays africains pour travailler pour CGTN. Et enfin, un dernier volet. Je pense que la Chine va de plus en plus, investir les réseaux sociaux, en Afrique. Donc, de la même manière, hein, certains réseaux sociaux sont de plus en plus, utilisés dans les pays d'Afrique francophone et il y a des chances que, voilà, hein, les médias chinois, commencent à diffuser, de plus en plus de contenu à destination, des opinions publiques africaines, en utilisant ces plateformes qui pourtant, comme vous le savez, sont interdites ou bannies en Chine. Pouvons-nous, dans cette trajectoire, voir la place de la localisation du contenu de la part des médias chinois? On voit BBC, on voit VOA qui a aujourd'hui une section différentes langues, notamment en Swahili. On voit RFI qui a aussi dans différentes langues. Est-ce qu'on voit la même tendance pouvoir s'inscrire dans la durée ou même commencer avec les médias chinois? Oui, alors, les médias chinois ont comment dire? Les médias chinois font beaucoup d'annonces. Après, les faits derrière ne suivent pas toujours. Par exemple, c'était, il me semble, en 2015, donc ça fait quand même, 7 ans aujourd'hui, que, j'avais rencontré des officiels des médias chinois qui m'avaient expliqué que leur projet était d'être la première radio internationale à utiliser le wolof. Donc le wolof qui est une langue très parlée, au Sénégal, principalement. Et d'ailleurs, lorsque j'ai vu le recrutement de journalistes sénégalais par RCI Sénégal, j'ai pensé que ça y est, les programmes en wolof allaient être développés. Or, aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. Il n'y a pas de programme exclusivement wolof. Il n'y a pas de rédaction, wolof, sur Radio Chine Internationale. Donc, je pense que c'est un projet, c'est quelque chose qui est, très important pour les médias chinois puisque justement, c'est une manière aussi, pour eux de se démarquer de leurs, rivaux ou concurrents occidentaux, justement donc, d'essayer d'utiliser des langues locales africaines ou des langues nationales africaines, qui ne seraient pas, utilisées par les autres médias internationaux occidentaux. Toutefois, ça demande, quand même, voilà, un certain investissement, ça demande, du recrutement, ça demande de l'organisation et cetera. Ce ne sont pas des projets, qui se réalisent, en 2 ans. Donc, ça peut prendre quand même un certain temps, mais encore une fois, c'est parfois difficile de savoir avec la Chine puisqu'il y a beaucoup d'effets d'annonce. Il y a beaucoup d'annonces, mais qui ne sont pas toujours suivies de faits derrière, d'actions. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des projets, en tout cas, dans les médias chinois, il y a des projets, de développer des rédactions en langue locale, et dans des langues notamment qui ne seraient pas utilisées par RFI ou par BBC, mais à ce jour, ce n'est pas encore réalisé. Les médias chinois sur le continent africain, c'est une réalité qui a commencé il y a plusieurs années. Elle s'implante petit à petit, ils vont s'élargir et Selma nous a quand même donné quelques grandes lignes de ce que nous pouvons attendre de leur expansion, de leur trajectoire sur le continent africain. Selma, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir sur Afrique Chine. Si nos auditeurs veulent vous suivre et sur votre contenu sur les réseaux sociaux, comment ils font pour vous joindre? Ah bah, merci beaucoup, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez retrouver un certain nombre de mes publications, assez facilement en tapant mon nom, sur Google et sinon je suis, disponible sur Twitter donc, @selmamioubi tout simplement, mon prénom et mon nom et j'essaye d'y partager, régulièrement, mes publications. Merci beaucoup. Selma Mayoubi a publié Quand les médias chinois s'exportent en Afrique sur le site de l'INA, que vous pourrez trouver très facilement sur Google et sur le site de l'INA. Selma, je vous remercie. Merci à vous. Et là, notre échange avec Selma Mayoubi qui nous a permis de comprendre le paysage médiatique chinois sur le continent africain. Nous avons vu qu'il y a 3 grands acteurs des médias chinois sur le continent africain, Radio Chine International, l'agence de presse Xinhua et CGTN Africa, qui est basée au Kenya, qui émet en langue anglaise, mais aujourd'hui qui émet aussi en langue française. Comme on l'a vu,
La présence chinoise sur le continent africain obéit à une stratégie de communication pensée au niveau du gouvernement chinois. Le gouvernement chinois qui s'est très vite rendu compte que la couverture internationale concernant sa présence sur le continent africain n'obéirait pas forcément et n'entrerait pas forcément dans la même ligne et dans les intérêts de la Chine en Afrique, a décidé de se déployer sur le continent africain pour pouvoir porter elle-même la voix de ce qu'elle est sur le continent. Ces médias obéissent et suivent aussi une ligne éditoriale qui vise justement à entretenir des bonnes relations entre la Chine et les pays africains, mais aussi et surtout à maintenir et à créer une très bonne image de la présence chinoise sur le continent africain. Et comme on l'a vu dans le cas de l'Afrique de l'Ouest lorsqu'il s'agit du Covid, les médias chinois ont quelque peu couvert de façon régulière et un peu amplifiée, dira-t-on, la question du Covid sur le continent, parce qu'il fallait là apporter, il fallait là montrer l'image de la Chine qui est sauveuse, de celle qui amène justement ses dons, ses médicaments au continent africain. Est-ce que ces médias chinois sont-ils différents des médias publics que sont RFI, France 24 ? Il est difficile à dire parce que n'oublions pas tout de même que ces médias, comme je l'ai dit, sont des médias d'État français. La ligne éditoriale est différente de la ligne éditoriale des médias chinois. C'est vrai, on dira qu'ils viennent des pays démocratiques et qu'ils ont une approche différente. Et c'est vrai aussi qu'il faudra le reconnaître que les pressions politiques sur ces médias sont différentes des pressions politiques que les médias chinois peuvent recevoir des autorités chinoises. Mais cela ne veut pas dire que ces médias français sont forcément plus indépendants et plus libres que les médias chinois. Et cela ne veut surtout pas dire que ces médias n'obéissent pas à une ligne éditoriale pensée et voulue par des intérêts politiques au niveau de la France. Parce qu'il faut garder en esprit quelque chose, que l'on soit média, dès lors qu'on appartient à un gouvernement et que l'on est financé par ce gouvernement, il y a toujours, d'une façon ou d'une autre, l'influence des politiques sur la ligne éditoriale à apporter, à avoir sur des questions particulières sur le continent africain. Comme on l'a vu avec Selma, lorsqu'il s'agit des questions de crise de l'Afrique, on constate qu'il y a une sorte de surmédiatisation des crises en Afrique. Si bien que nous avons l'impression de l'extérieur que l'Afrique est un continent de corruption permanente, de guerre, d'instabilité, de crise, de coups d'État. Du côté chinois, on voit qu'il y a une sorte de sous-représentation, ce qu'ils présentent déjà, ce qu'ils appellent eux le journalisme positif, qui tend à ne pas mettre en avant les questions de mauvaise gouvernance, les questions de corruption qui sévissent sur le continent africain. Ces problèmes sont réels. Il ne s'agit pas de les nier, il ne s'agit pas de les couvrir, il s'agit plutôt de les présenter tels qu'ils sont, avec les nuances qu'il faut les présenter. Il ne faudrait surtout pas que la présentation et la couverture médiatique de ces problèmes, des questions africaines, obéissent à des lignes géopolitiques et à des intérêts géopolitiques des puissances étrangères. Il est temps pour les médias africains de jouer ce rôle-là, le rôle d'être des acteurs de premier rang dans la construction du narratif politique de ce qui se passe en Afrique. Les médias locaux africains ont cette responsabilité-là d'être ceux qui portent la voix de l'Afrique vers l'extérieur. Il est temps que ces médias cessent d'être simplement des chambres d'écho et des relais de ce que les médias étrangers, chinois comme occidentaux, auraient pu couvrir et répercuteraient sur le continent africain. La responsabilité, elle est grande. La responsabilité, elle est immense par rapport aux médias africains. Si aujourd'hui, l'Afrique veut porter elle-même sa voix, elle doit être capable de créer son narratif. Il est temps que les questions qui sont liées à ses relations avec la Chine cessent d'être narrées d'une perspective occidentale. Il est temps que les questions qui sont liées à ses relations avec l'Europe, avec le monde occidental, cessent d'être narrées par une perspective chinoise ou même occidentale. Il est temps que les Africains eux-mêmes deviennent les maîtres premiers de leur narratif et de leur histoire. Et c'est là la première responsabilité primordiale, je dirais, des médias africains. Aux responsables politiques africains qui nous suivent, vous avez là cette responsabilité de doter les médias d'État des moyens et des capacités de pouvoir construire ce narratif-là.
Il ne s'agit pas ici pour vous, responsables africains, de faire de ces médias des outils de propagande de régimes précis. Il ne s'agit pas ici pour vous de faire de simples chambres d'écho de vos intérêts politiques. Il s'agit ici pour vous de donner les moyens à ces médias de pouvoir exister et de pouvoir porter la voix de l'Afrique. À la société civile africaine, sa responsabilité est, elle, de veiller que ces médias, qu'ils soient des médias publics ou des médias privés, d'être justement ces acteurs-là qui créent un narratif nouveau. Il est temps aujourd'hui que les Africains soient ceux qui construisent et façonnent le narratif de leur histoire, de leur vie politique et de leur destinée. Des relations avec la Chine, des relations avec le monde occidental, les Africains doivent devenir désormais ceux qui portent leur voix à l'extérieur et non pas ceux qui subissent l'information les concernant venant des médias étrangers. Sur ce, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Afrique-Chine. La discussion continue en ligne. Rendez-vous sur facebook.com/AfriqueChine pour partager vos réflexions et réactions sur l'émission. Et sur Twitter, AfriqueChine, Afrique avec un K, pour participer à nos espaces de discussion. Vous pouvez aussi suivre Géraud sur Twitter, sur Christian Géraud, en un seul mot. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre bulletin d'information bi-hebdomadaire en ligne sur l'actualité de la Chine en Afrique en allant sur www.projetafriquechine.com/s'abonner.